Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans le 39e épisode du podcast d'Axe Open. Aujourd'hui, on se retrouve pour décortiquer l'un des sujets favoris de Philippe, c'est la scalabilité des applications. On va bien évidemment ici parler de performance, architecture, haute disponibilité et vous partager nos retours d'expérience et des bonnes pratiques sur cette thématique. Du coup, la team du jour, j'ai mes fidèles acolytes. Il y a donc Philippe. Bienvenue. Et il y a Arthur. Bonjour. Voilà, on est en comité restreint aujourd'hui pour... on savait que Philippe, de toute façon, allait monopoliser toute la parole pour parler de son sujet. Donc on s'est dit, ça sert à rien d'inviter trop de monde, quoi. Du coup, Philippe... Je vais poser des questions à Arthur. On va interviewer Arthur aujourd'hui. Du coup, Philippe, je vais te laisser commencer par les bases, comme d'habitude. La scalabilité des applications, tu peux nous donner une définition générale du terme ? Alors, je vais essayer de donner une définition qui soit compréhensible par tout le monde. Alors, pour ceux qui ne sont pas fans des anglicismes, la scalabilité, on pourrait au plus proche la traduire par la capacité d'une application à être mise à l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? C'est-à-dire, quand on va parler de scalabilité, on va parler de tous les sujets qui permettent de faire en sorte que votre application, globalement, elle réponde vite et dans toutes les situations. C'est un sujet qui peut paraître évident à notre époque parce qu'on a des applications sur lesquelles on est habitué à ce que ça aille vite, les Facebook, les Instagram, toutes les Amazon, tout ça, ça va hyper vite. Mais en fait, c'est un sujet extraordinairement complexe de rendre disponible rapidement une application à large échelle dans le monde, n'importe où vous soyez et quel que soit votre périphérique. Donc la scalabilité, c'est toutes les technologies, tout ce qu'on va pouvoir mettre derrière pour faire en sorte que quand vous cliquez, ça réponde hyper vite et dans toutes les situations. Et aussi que ce soit optimisé au niveau qualité, enfin au niveau prix aussi, parce qu'on peut toujours se dire qu'on met une blinde de serveur, mais la nuit, personne n'est dessus, donc vous payez pour rien. La journée, en août, il n'y a personne, donc vous payez pour rien. Et c'est aussi trouver le juste équilibre entre trouver les moments où il y a besoin de puissance, les moments où il y en a un peu moins besoin, et équilibrer entre la taille de votre infrastructure et les besoins aussi. Parce que la scalabilité, du coup, il y a plusieurs notions qui sont un peu associées, type, là, tu parlais de performance. Oui, alors en fait, la scalabilité, c'est un terme vague qui veut tout rien dire, et la performance, c'est encore pire. Parce que qu'est-ce qu'on considère comme une application performante, c'est un peu personne dépendante, quoi. Mais de manière générale, c'est vraiment être capable si on donnait une définition la plus générique possible et qui peut convenir à tout le monde, c'est que globalement, avec des mots utilisateurs, c'est que l'appli soit vite dans n'importe quel contexte et disponible. Voilà, okay. C'est deux choses qu'il faut. Et du coup, la disponibilité, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de disponibilité, haute disponibilité, c'est quoi Alors, simplement ? En fait, ce qu'on va parler dans haute disponibilité, généralement, on parle de 3.9 ou 4.9 ou 5.9. Pour démystifier ça, c'est le pourcentage de disponibilité de l'application sur une année. D'accord ? Donc, on va, de base, on va dire 99% du temps. D'accord ? Ça veut dire que pendant 1% du temps, l'application ne sera pas disponible. Mais en fait, quand une application est disponible 99% du temps, ça veut dire qu'il y a 1% du temps où elle ne l'est pas. Et en fait, sur une année où il y a plus de 300 jours, ça veut dire que pendant 4 jours, elle n'est pas disponible. Donc, ça veut dire que 99%, ce n'est pas ce qu'on appelle une haute disponibilité. C'est une bonne disponibilité, mais ce n'est pas haute. C'est généralement la disponibilité qu'on a pour les applications métiers internes. On s'autorise quelques jours d'arrêt de l'application dans l'année pour faire de la maintenance, des mises à jour et compagnie. Quand on va parler de 2.9, 3.9, 4.9, c'est le nombre de 9 après la virgule, donc elle est disponible 99,9% du temps, 99,99, 99,99, ainsi de suite, d'accord ? Et plus on avance dans le nombre de 9, plus c'est très compliqué à faire, et plus c'est comme disait Arthur, c'est horriblement cher, parce que du coup, ça nous met un nombre de contraintes de dingue. Ne serait-ce que mettre une mise à jour d'application sur un contexte d'application 9.9 ou 4.9, c'est vraiment, ça devient un peu sport, quoi. Et puis c'est de plus en plus, plus tu rajoutes de 9, plus c'est au final ça réduit de pas beaucoup, parce qu'au final je crois que 4.9 c'est genre quelques heures, et 5.9 c'est quelques minutes, mais au final ça dépend. Après tout dépend, on peut parler de si c'est quelques minutes dans la nuit où on s'en fout, mais si par exemple on est, je sais pas, en plein Black Friday pour un Amazon et que les 2 heures elles se trouvent à ce moment-là, c'est le pire moment. Un peu compliqué. Ouais, donc, là c'est plus problématique, effectivement. Ouais, j'allais dire, ça dépend finalement on en reviendra plus tard sur quelles applications on se pose plus ou moins la question et quel métier, mais effectivement, sur un Black Friday ou le premier jour des soldes, c'est compliqué de se dire ce jour-là ce sera le jour d'un dispo. Allez, ça sera nos 4 jours. Là, ça a des impacts
impact réel, moi j'avais un client récemment qui est passé à la télévision, sur lequel ça fait entre guillemets un mini buzz et qu'il a eu un pic de charge monstrueux, l'application s'est effondrée, c'est des ventes en moins, quoi. Parce que c'était pas la charge c'est la habituelle, réputation quoi. aussi, les gens ils vont voir, ils voient que c'est down, ils reviennent plus, quoi. C'est ça. Ouais, Donc, réputation, chiffre d'affaires, plus la panique générée derrière, que du bonheur. Scalabilité, on entend souvent scalabilité horizontale et scalabilité verticale. C'est quoi la différence entre les deux? C'est assez simple. Globalement, la scalabilité verticale, c'est l'approche qu'on a tous nativement, c'est-à-dire grosso modo, ça va pas très vite, ça tient pas la charge, je vais accélérer la puissance de la machine. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que c'est exactement le réflexe du particulier. Il travaille sur son ordinateur, il trouve que Word, ça commence à ramer, il va acheter un nouvel ordinateur à la Fnac, il va plus vite, le processeur est plus performant, ça va un peu plus vite. Ça, c'est ce qu'on va appeler la scalabilité verticale, c'est-à-dire j'augmente la capacité unitaire d'une machine, d'un CPU, d'un téléphone, ce que vous voulez. Ça, c'est la verticale. L'horizontale, c'est une approche inverse, c'est-à-dire en fait, on va pas augmenter la puissance unitaire du périphérique, mais on va multiplier horizontalement, c'est-à-dire on va rajouter des machines. Dans le cas d'un particulier qui utilise Word, ça marche pas parce qu'on peut pas utiliser Word sur 2 machines, mais dans le cas de serveurs, on peut tout à fait répartir la charge sur un ensemble de serveurs. Donc la scalabilité horizontale, c'est la multiplication des ressources pour arriver à faire la tâche à demander. Ok. Et aujourd'hui, du coup, si on fait un petit point historique. Nous vivons tous un moment historique. La scalabilité, finalement, ça a évolué comment ces dernières années et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle peut-être plus de scalabilité horizontale aussi que de verticale? Effectivement, c'est un bon sujet. Il y a une vingtaine d'années, quand on commençait à parler un peu de performance, il n'y avait pas vraiment de problème d'horizontalité, puisque grosso modo, les processeurs allaient de plus en plus vite. Tous les 18 mois, la loi de Moore, on changeait de machine. Et grosso modo, quand votre service informatique, on lui demandait d'accélérer la machine, globalement, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait acheter un nouveau CPU, une nouvelle RAM, ce que tu veux, et il changeait la machine petit à petit. D'accord ? Et on était dans un contexte où peu d'utilisateurs utilisaient les applications. Je rappelle, dans un système d'information, il y a, même si vous avez 1000 personnes qui utilisent un logiciel, d'accord, ça n'a absolument rien à voir avec des millions de personnes à travers Internet qui utilisent un logiciel. Donc globalement, on arrivait plus ou moins à se satisfaire de machines plus ou moins performantes un peu plus le temps. On optimisait un peu le code, on améliorait un peu le CPU, et globalement, c'était ça une mission de performance. Sauf que maintenant, les applications, elles sont accessibles à un nombre d'utilisateurs qui est de plus en plus conséquent, et augmenter la capacité d'une machine, ça a une limite qui est la capacité du processeur le plus puissant du marché, d'accord ? Et globalement, les processeurs, ils n'ont pas beaucoup évolué ces dernières années. On ne sait pas faire des processeurs qui vont beaucoup plus vite que 4 GHz, on ne sait pas faire des processeurs qui ont 100 cœurs, 120 cœurs, même si on arrive dans quelques cas à le faire, mais ce n'est pas le cas. Donc, le seul moyen qu'on a trouvé pour être capable d'aller plus vite et de répondre à la charge, c'est de multiplier les serveurs. Et c'est là où on commence à parler de scalabilité horizontale. Ça fait un petit moment que ça fait quand même de nombreuses années que c'est mis en place. Sauf que mettre une scalabilité horizontale, c'est pas juste multiplier les ordinateurs, ça a des impacts partout. Ça a des impacts en particulier en programmation, en conception, en architecture du développement de l'application. Donc c'est pas, vous pouvez pas aller voir votre équipe informatique et prendre un programme qui a été développé il y a 20 ans en arrière et lui dire on va multiplier les serveurs et ça va marcher. C'est pas si simple que ça. Il faut repenser l'architecture dans un ensemble. Et de plus en plus, on a une fusion entre le développement, l'architecture et la manière dont ça va être hébergé. Depuis très très longtemps, on n'en avait rien à faire. C'est-à-dire, il y avait l'équipe développement qui développait, et puis il y avait l'équipe infrastructure qui mettait des machines, et ils ne se parlaient pas, ou juste au moment où il fallait mettre le serveur en prod. Maintenant, on a vraiment une fusion entre ces deux équipes, avec tout ce qui va tourner autour du DevOps, tout ce qu'il faut là-dessus. En gros, on va designer des briques applicatives, ce qu'on va appeler des services, des microservices, peu importe, qui vont être très 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 proches de la manière dont ils vont être hébergés, pour être justement scalables à l'infini. Du coup, c'est une logique globale. C'est une logique globale. Ouais, la performance, de manière générale, c'est plus un truc qu'on peut attaquer par un seul biais, il faut attaquer par tous les biais. Il faut qu'il y ait l'équipe au complet. Et l'arrivée du coup, des logiques de cloud avec un AWS, Azure, etc., ça a tout chamboulé et peut-être accéléré aussi ces parties. Et là, effectivement, on touche au corps du système, c'est-à-dire que grosso modo, globalement, pour héberger une application, avant, on avait un serveur ou 2 serveurs ou quelques serveurs dans son petit chez-soi, ou qu'on louait chez un hébergeur qui nous mettait quelques machines à disposition. Sauf que si vous faites ça, c'est extraordinairement compliqué de faire une application qui soit haute dispo et scalable à l'infini parce que vous êtes limité par les quelques machines que vous louez, qui sont peut-être, à Roubaix pour certains hébergeurs, ou à Lille ou ce genre de choses, ou à Paris. Mais grosso modo, le jour où votre client ou votre entreprise est à l'international, globalement, il va falloir qu'il se connecte depuis la Chine à Roubaix ou depuis les États-Unis à Roubaix, et c'est toujours très très lent.
Donc c'est pour ça qu'on a plus une approche aujourd'hui qui vient avec ces grands systèmes de cloud type Azure, AWS, pour citer les majeurs, où grosso modo, eux, ils vont nous remonter le niveau d'hébergement en nous disant globalement, vous allez héberger un service, et nous, on se débrouille de le mettre là où il faut dans le monde, au plus proche de l'utilisateur. Donc on est de plus en plus vers quelque chose de très haut niveau dans lequel on va déployer son application et qui va se déployer mondialement au plus près de l'utilisateur physique. Ok, et ensuite, du coup, après, sur AWS, s'occupe de tout. Et, alors, il s'occupe de tout. Oui et non. Ouais. Il s'occupe globalement. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, en tout cas, je parlais juste de la haute disponibilité, comment c'était fait avant. Vous aviez une machine, vous aviez une deuxième machine de relais. Quand la première plantait, vous rebranchez sur la deuxième machine et ça repartait. Ça, c'était le système à l'ancienne. Mais ça nécessite d'avoir une coupure le moment où vous basculez d'un à l'autre. Il y a une quinzaine d'années en arrière, on a fait des systèmes ce qu'on appelle virtualisés. C'est-à-dire que globalement, vous aviez plusieurs machines qui tournaient, des machines virtuelles, donc c'était des équivalents de ça, c'est comme des ordinateurs mais virtuels qui s'exécutaient sur les machines qui étaient en dessous. Et le système, l'hyperviseur, était capable de basculer une machine virtuelle sur un des hosts. Donc les hosts, c'est les machines physiques qui tournaient dessous. C'est toutes les stratégies de ce que vous utilisez sur VMware, ce que vous avez entendu, vSphere, VMware, toutes les technologies d'hypervision, Xen, ce que vous voulez. Et après, on a encore monté d'un cran au-dessus, c'est-à-dire que globalement, maintenant, on a des petits services qui tournent dans des VM, d'accord, ce qu'on va appeler des Docker, des cubes pour Kubernetes, ce genre de choses, des micro-conteneurs qui, eux, vont être déployés dans des machines virtuelles. On n'a pas enlevé ce qui avait été en dessous, mais à travers le monde entier. C'est-à-dire que globalement, si vous achetez sur Azure ou AWS un petit conteneur Kubernetes, vous lui dites, je veux que mon petit conteneur il soit disponible dans le monde entier. Et auquel cas, il va dupliquer ce petit conteneur à travers la virtualisation dans tous les data centers d'Azure ou d'AWS, et eux, ils en ont un peu partout sur la planète. Donc, du coup, automatiquement, votre application va devenir disponible partout. Mais ça utilise toutes les stacks applicatives qui existaient auparavant. C'est juste qu'on est remonté d'un cran. Et puis, c'est aussi l'avantage des gros hébergeurs de cloud, c'est qu'ils ont techniquement des ressources infinies, et dans quasiment tous les pays, hormis l'Asie, ce qui fait que, quand tu étais sur OVH et que tu voulais avoir, tu te dis, je vais avoir un pic de beaucoup de serveurs, il fallait... je sais pas si OVH... Maintenant, ils le font, mais c'était compliqué. Ils le font, voilà, mais à l'époque, tu louais des machines, des hosts et tout. Tandis que AWS, tu veux multiplier par 10 ta capacité, tu peux le faire en 2 clics. Et tu choisis où tu mets tes VM, tu choisis un peu ce que tu veux. Et c'est aussi la puissance de frappe de ces clouds. C'est-à-dire que c'est pas infini, mais pour l'utilisation qu'on en a, ça paraît infini parce qu'on peut instancier un nombre de machines incalculable au moment où on en a besoin. Et on peut installer, on peut le faire de manière programmatique sur... Et ils offrent tout un tas de services que nous, on n'a pas. C'est-à-dire la vraie haute disponibilité. C'est-à-dire eux, ils ont des équipes. Si c'est propre, c'est eux qui s'en occupent de faire ça. Et eux, en général, ils ont un pourcentage de disponibilité, je crois que c'est 4,9 AWS ou 5,9, où ils t'assurent dans le contrat que tu as quand tu prends une VM que tu auras 4,9. Et si tu n'as pas 4,9, tu as des compensations, mais ils t'assurent à, on va dire, quasiment 100% que tu auras 4,9 de haute disponibilité, quoi. Et après, c'est à toi, si tu veux avoir plus de disponibilité derrière, de faire l'essentiel pour avoir des trucs qui se dupliquent, etc. Plusieurs VM différentes qui sont prêtes à prendre le relais, en plus de celles de AWS, etc. Ok, du coup, après, de toute façon, c'est toi qui gères ta stratégie, entre guillemets, de scalabilité, quoi. Si on vient un peu d'un côté un peu plus pragmatique, terre à terre, aujourd'hui, le thème de scalabilité, est-ce que ça touche finalement toutes les entreprises ou est-ce que c'est un sujet qui est réservé peut-être à ceux qui ont des applications à travers le monde, des gros Facebook, des choses comme ça? Effectivement, les gens qui sont amenés à travailler avec le public, de manière générale, ils ont les plus grosses audiences. Donc, qui dit plus grosse audience dit des besoins de machines supérieurs. Mais néanmoins, n'importe quelle application maintenant se doit d'être scalable parce que même dans le système d'information, on véhicule et on traite de plus en plus de données, de plus en plus de documents, de plus en plus de choses. Et on est très très rapidement maintenant à la limite de ce que c'est faire une machine physique. On est à la limite pour 2 raisons principales, c'est que nous, en tant que développeurs, les gens prennent beaucoup moins d'attention à ce qu'ils font. C'est-à-dire que globalement, on instancie un nombre d'objets incalculables et compagnie. Et on utilise de plus en plus de services de haut niveau qui consomment de plus en plus de mémoire. On est beaucoup moins optimisé intrinsèquement que ce qu'on faisait avant. Donc mécaniquement, on a un besoin de ressources qui est beaucoup plus grand. Okay, donc la scalabilité touche vraiment, maintenant dans toutes les applications, il y a un volet performance, scalabilité, quoi. Donc j'allais dire, même pour admettons, une entreprise qui a son ERP qui tourne pour 50 collaborateurs, admettons, la scalabilité, c'est un sujet... Alors c'est un sujet, alors on va pas forcément, pour ce cas particulier, on va pas forcément parler de scalabilité horizontale ou compagnie, parce que pour 50 utilisateurs, normalement, techniquement, une machine serveur est capable de le traiter. Par contre, on va plutôt travailler la scalabilité
intrinsèques de l'application pour qu'elle soit répondre rapidement. Parce qu'il n'y a pas pire que pour un utilisateur. Aujourd'hui, on est tous utilisateurs de Facebook, d'Amazon. On a tous envie que ça réponde en moins de 15 millisecondes. Et quand on est sur un ERP, qu'on crée une facture et que ça met 15 secondes, les gens ont envie de se tuer, quoi. Ouais, et il faut quand même que l'application, idéalement, elle soit faite pour être scalable le jour où, sinon, l'entreprise explose, qu'elle puisse rajouter des machines s'il faut pouvoir. Il ne faut pas que ce soit bloqué, sinon après, il faut refaire l'appli ou quoi. Mais il ne faut pas forcément qu'elle soit scalable au moment T. Il ne va pas y avoir d'un seul coup 10 000 utilisateurs. Et par contre, ouais, ce qu'on peut déjà dire, c'est que rajouter des machines ne fera pas aller plus vite un traitement unitaire. C'est-à-dire que si votre création de facture avec un seul utilisateur sur un serveur, elle met 15 secondes, pour ajouter 15 000 serveurs, généralement, ça ne servira à rien. La scalabilité horizontale, elle va plutôt être capable d'encaisser une charge d'utilisateur, une charge de requête qui est plus importante, mais unitairement, ça ne va pas améliorer votre traitement. Donc, il faut généralement travailler sur le traitement en question, sur les traitements qui sont lents, de les amener au plus bas possible en termes de performance, le plus rapide possible. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à discuter de scalabilité horizontale pour encaisser la charge. Mais on a plein de clients qui viennent nous voir en disant j'aimerais que mon application soit scalable pour 50 000 utilisateurs. Et en fait, déjà, l'application, elle s'effondre à 10 utilisateurs. Et en fait, déjà, si vous avez déjà ça, il faut repartir par la case développement, travailler, améliorer intrinsèquement les choses. La machine n'est pas ultimement la solution à tous les problèmes de perf. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour mesurer la scalabilité d'une application, pour te dire elle est OK ou pas OK? Alors, ça va dépendre de ce qu'on va appeler, encore une fois, c'est vachement dépendant d'une personne, ce qu'on va appeler comme OK ou pas OK sur une application. Il y a des clients qui sont très attachés à la disponibilité, c'est-à-dire que l'application faut qu'elle soit disponible tout le temps. Il y a des clients qui vont être très attachés au fait que chaque page réponde vite. Il y a des clients qui vont être attachés à l'expérience utilisateur. Donc, il y a c'est du cas par cas aux objectifs. C'est un peu du cas par cas. Ils commencent à avoir dans les plateformes d'observabilité et de supervision, ils commencent à avoir ce qu'on appelle des app index ou des choses comme ça qui sont des espèces, j'ai envie de dire, d'indicateurs agrégés de performance pour donner une note à l'application, mais c'est encore c'est encore assez manuel comme concept, quoi. C'est ça. Mais les gens commencent de plus en plus à être rodés à ces notions-là, essentiellement parce que, alors dans la partie pure site web, e-commerce et compagnie, il y a des choses qui s'appellent Google PageSpeed et page index qui font que globalement Google te donne une notation à ton application, donc même si c'est une application web, et du coup petit à petit les gens s'éduquent et reprennent ces fondamentaux-là pour le reste des applications qui sont un peu les mêmes. Aujourd'hui, dans toutes les applications, on est sur les applications de type web, donc on a à peu près des métriques là-dessus. Et puis à l'usage, on connaît les métriques, on sait combien de temps on devrait prendre un appel, combien de temps on devrait prendre un traitement, et du coup on a ça. C'est ça, du coup, les métriques, après, c'est le temps de... Alors, c'est très compliqué parce que, de manière générale, oui, c'est le temps de réponse. Si on prend unitairement, une personne, elle va considérer que c'est son temps de réponse qui est importante. Mais c'est très compliqué parce que c'est composé d'une multitude d'appels à travers le SI, et en fait, vous pouvez avoir l'impression que c'est rapide sur 3 clics, une fonctionnalité soit très lente, ou au contraire l'application qui lag un peu tout le temps, on ne sait pas trop. Donc c'est plutôt assez compliqué de définir est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent sur une application. Okay. Il n'y a pas les mêmes attentes non plus dans les applications. C'était une application ERP avec des traitements d'images, des traitements de factures de partout. L'utilisateur, il s'attend à ce que quand tu fasses un import, ça prenne quelques secondes. Mais quand on est sur du e-commerce, l'utilisateur, quand il clique sur son produit, il veut que son produit s'affiche instantanément, quoi. Oui, c'est dans son panier, quoi. Voilà. Donc... Ok, et du coup aujourd'hui, quand je sais pas, vous analysez si une application est scalable ou pas, c'est quoi finalement? Donc vous vous reposez sur des outils type PageSpeed, etc. que tu vas réanalyser derrière? Non, généralement le premier constat on le fait de manière plutôt humaine, c'est-à-dire que grosso modo on va plutôt regarder l'application parce qu'en fait ces PageSpeed et compagnie ne mesurent qu'un petit morceau de tout ça, et du coup c'est compliqué d'avoir une analyse, et d'ailleurs je préconise pas de faire ça parce que ces indicateurs agrégés, souvent, ils cachent une réalité. C'est-à-dire qu'ils vont dire la page, elle s'affiche rapidement, mais après, vous avez 50 000 traitements qui sont lents et vous allez avoir une bonne note, mais en fait, l'expérience utilisateur est dégueulasse, quoi. Donc, il vaut mieux avoir une vision humaine des choses et se poser des questions de est-ce que c'est cohérent la vitesse que je vois s'afficher par rapport au traitement qui est demandé. Et ça, un ordinateur sait pas faire. Voilà. Typiquement, là, j'ai encore le cas d'un client qui a un site de e-commerce qui est assez compliqué avec pas mal d'interactions. Et c'est lent, mais en fait, par rapport à ce que demande le métier sur cette application, c'est intrinsèquement logique que ça soit lent. Je vous dis n'importe quoi, mais si sur votre site, vous avez envie d'avoir la disponibilité en temps réel de chacun des produits sur tous les entrepôts de France, ben en fait, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que même si on est super fort en termes de perf, ben, il va falloir faire plein d'appels à tous les entrepôts de France pour avoir la disponibilité du produit. Donc c'est compliqué. Donc après, il faut avoir une espèce de balance entre ce que demande le métier, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est vraiment pertinent, et là-dessus.
De la même manière, vous avez plein de services marketing qui rajoutent des tonnes et des tonnes de scripts JavaScript pour mesurer un tas de trucs d'utilisateurs. Ça ralentit toujours un peu le traitement. Donc, il faut se poser. Et je pense que c'est un sujet, alors c'est peut-être un aparté par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est il faut aussi, et d'ailleurs les grands du secteur qui gagnent, les Amazon, les Facebook, les compagnies, en fait ils ont très peu de fonctionnalités. Si vous regardez un Facebook ou une compagnie, il y a très très peu de fonctionnalités et ils ont supprimé plein de fonctionnalités parce qu'elles ne répondaient pas aux exigences de performance. Ils pourraient proposer des fonctionnalités, mais elles sont tellement lentes qu'ils considèrent que pour l'utilisateur, c'est pas terrible. Finalement, tu vas y perdre. Ouais, il faut y perdre. Donc des fois, il faut savoir aussi transiger avec le métier pour dire oui, techniquement on est capable de le faire, mais l'expérience utilisateur de ça va avoir un impact monstrueux sur le reste. Ok. Et donc ça, typiquement, vaut mieux le décider au début du projet. Pour le coup, c'est problématique. Ou est-ce que finalement, ça se gère au long cours dans l'applicatif ? Alors, je voudrais bien vous dire que les gens le pensent dès le début, mais c'est pas vrai. C'est le truc qu'on ajoute au fur et à mesure avec les évos. En fait, ce qui se passe, c'est que globalement, les applications, elles ont des cycles de vie, on les fait évoluer, on les améliore, mais en fait, après, il y a cette phase de maintenance évolutive classique où en fait, les métiers veulent rajouter des fonctionnalités petit à petit, puis personne remet un peu en cause l'architecture, et puis petit à petit, on rajoute des trucs. Il y a des développeurs qui passent qui connaissaient pas bien ce qui a été fait avant, et on se retrouve avec un truc qui est un bouzou, qui commence à ramer un peu. Donc, c'est plutôt, comme on dit, la maîtrise des performances, plutôt un chantier au long cours, de se poser les questions à chaque fois, de les suivre à chaque fois. Et là-dessus, on renvoie au podcast qu'on a fait sur l'observabilité ou ce genre de choses qui permettent d'avoir une évolution dans le temps des performances, tout ça. Enfin, je vous laisserai faire de la pub pour notre propre podcast maintenant. C'est le futur. C'est beau. Mais ouais, donc ça se suit au long cours, mais il y a quand même, tu disais tout à l'heure, typiquement, on peut pas prendre une application d'il y a 20 ans et se dire du jour au lendemain, faut que ce soit super scalable, etc. Alors, il y a des bonnes pratiques à adopter de base quand même. Alors, il y a des bonnes pratiques de base. Une application d'il y a 20 ans codée intelligemment peut tout à fait être scalable. C'est pas les technologies du passé peuvent être amenées sur des trucs scalables. Par contre, il y a des frameworks, des mauvaises pratiques qui ont été faites il y a 20 ans qui ne rendent le truc intrinsèquement non scalable. Il y a aussi des mauvaises pratiques de maintenant qui rendent certaines applis non scalables. C'est vraiment juste un problème de développement, de conception. Pour faire simple, si on veut faire une scalabilité horizontale, c'est-à-dire être capable de multiplier les serveurs, il faut que nos traitements unitaires soient toujours stateless, c'est-à-dire sans état. C'est-à-dire que globalement, vous puissiez faire une requête et elle soit indépendante du serveur dans lequel vous faites la requête. D'accord ? Pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu plus codeurs, ça veut dire qu'il faut que vous n'ayez pas de session, vous n'ayez pas de singleton, il ne faut pas avoir des accès à des ressources qui ne sont pas partagées. Donc ça demande une conception un peu particulière. Mais une fois que vous respectez des concepts assez basiques, c'est-à-dire grosso modo que ça soit full stateless et que vous ayez une architecture REST ou SOAP qui soit correctement dessinée, globalement, il n'y a pas de raison que votre application ne soit pas scalable. Mais on se rend compte qu'elles ne sont souvent pas scalables pour 2% du code qui n'a jamais été pensé comme ça. Donc ça demande un peu de réflexion et surtout dans la partie architecture des choses. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, par rapport aux clients en tout cas que vous avez, au projet que vous faites, est-ce que vous voyez que c'est vraiment une thématique qui est vraiment importante et connue et prise en compte au niveau des équipes projets dans les entreprises, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui passe peut-être à la trappe et que les utilisateurs hurlent pendant un moment avant que ça passe? Je pense que, effectivement, je sais pas, Arthur, tu m'arrêteras, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt le ressort, c'est plutôt j'ai des utilisateurs qui se plaignent et du coup ça remonte à la DSI et ça nous retombe dessus, quoi. Mais après on peut faire des choses. Je pense aux applications sur lesquelles tu bosses actuellement, on a amélioré sensiblement les choses et du coup. Ouais, mais c'est parce qu'en fait l'application n'avait pas été pensée dès le début pour avoir autant d'utilisateurs. Et ils nous l'avaient dit que de toute façon c'était une problématique qu'ils avaient en tête, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de mettre en place. Mais voilà, les choses toutes bêtes, c'est par exemple des paginations sur des listes qui, en fait, il faut toujours se dire, est-ce que la liste peut devenir infinie théoriquement ? Donc si elle peut devenir infinie théoriquement, c'est-à-dire, je sais pas, si on met des factures ou quoi, elle sera forcément possiblement infinie, tandis que si on a juste une liste de types de factures, elle sera pas infinie, vu que le type de facture, c'est fini. Donc il faut toujours se dire, voilà, c'est souvent le but le développeur qui doit le faire, mais est-ce que ça peut être infini ? Est-ce que ça doit être scalable ? Est-ce que il faut que je fasse attention au nombre de données qu'on récupère ? Et si c'est pas fait, au bout d'un moment, ça casse et il faut refaire le développement, quoi. Ouais, et surtout, c'est assez pernicieux les performances parce que quand on développe, généralement, on n'a pas de volumétrie de données importante. C'est vrai. Donc toutes les petites erreurs qu'on voit pas en termes de perf, elles s'accumulent et ça devient lent au bout d'un moment, quoi. Donc il faut vraiment être vigilant et essayer de réfléchir et je pense que c'est vraiment un problème global, c'est-à-dire que il faut réfléchir avec le métier pour penser des fonctionnalités plus simples, plus cohérentes,
pour éviter d'avoir des requêtes qui ramènent la Terre entière ou des choses assez complexes à faire. Plus c'est simple à penser et à concevoir, plus ça ira vite. On peut Keep garder it simple. keep it simple. C'est ça. Comme d'habitude. Vous pensez que ça va évoluer comment, cette thématique de scalabilité? Est-ce qu'il y a des... alors peut-être avec ce que fait, on parlait tout à l'heure d'Azure, AWS, est-ce que mettre la barre encore plus loin? Moi, je pense qu'on va vraiment vers une fusion du développement et de la partie hébergement. Et du coup, on va de plus en plus être limité dans notre capacité de développement pour que ça soit compatible et cohérent avec ces grandes fournisseurs de services qui sont les hébergeurs actuellement. De toute façon, après, pour l'instant, je pense les plus gros progrès qu'il y a à faire, c'est surtout côté base de données. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas vraiment dupliquer des bases de données et avoir les mêmes données de partout. Donc, je sais que AWS, ils ont commencé à faire de la scalabilité verticale sur des bases de données, mais en direct, ce qui, je crois, n'est pas possible avec du MySQL ou du Postgre. Mais voilà, on peut pas faire de scalabilité horizontale sur des bases de données parce que il faut que toutes les données soient redondantes. Du coup, il faut à chaque fois dupliquer les données, etc. C'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est vraiment le plus gros problème de la scalabilité en ce moment, c'est les bases de données. Pour que tout le monde ait les mêmes données en même temps, exactement en même temps, c'est quasiment impossible du coup. C'est assez dur, ouais. Puis dans une base de données, il y a des notions de transactions qui sont très fortes. C'est-à-dire que globalement, on ne doit pas perturber les données. Autant dans le traitement, on peut se permettre de rater des choses, autant sur la donnée, il faut qu'elle soit surveillée. Et ça complexifie beaucoup de mise à l'échelle de beaucoup d'applications. Sachant que souvent, dans une application qui est très bien codée, c'est toujours la base de données qui va devenir le nœud limitant de la scalabilité au moins horizontale. Donc c'est vraiment un point d'attention. Il y a d'autres types de bases de données, on va peut-être pas en discuter là, qui sont des bases de données NoSQL sur des choses qui sont plus orientées sur une scalabilité au détriment de plein d'autres choses. Mais la base de données, le SGBD relationnel tel qu'on le pratique tous et qui restera la norme pour la majorité des applications de gestion et compagnie, elle a encore du mal à passer à une vraie scalabilité facilement, en tout cas horizontale. Alors, je sais pas s'il y a déjà des choses qui sont en route, mais je pense qu'on attend vraiment une révolution au niveau base de données. Pour ce qui est de performance en tout cas, enfin surtout scalabilité parce que c'est performant sur des petits volumes, mais au niveau scalabilité, si on tombe sur des milliards de lignes, ça devient compliqué, mais en même temps c'est logique. C'est des milliards de lignes. Oui. Encore de belles optimisations à venir dans le métier. Toujours. On s'ennuie pas. Ouais, il faut faire. Avant de clore le sujet, vous avez un conseil peut-être à donner à des gens qui nous écoutent, alors que ce soit des développeurs pour le coup ou des gens qui soient amenés à gérer des projets applicatifs? Ouais, moi je peux en citer. Je pense que l'étape 1 d'un problème de performance, avant de se poser les questions d'augmenter les machines et d'augmenter la puissance des serveurs, c'est de se poser la question, c'est est-ce que mon application est bien codée et correctement codée? Parce que vous pouvez claquer des milliers de dollars en augmentant les serveurs, ça n'aura pas d'impact. Donc travaillez sur les traitements unitaires, travaillez sur le traitement unitaire qui est lent dans votre application, essayez de comprendre pourquoi il est lent et essayez de l'améliorer. Ça, c'est vraiment l'approche métier. N'allez pas claquer votre argent n'importe où. Commencez par le code. Ouais. C'est quand même ce qui fait 99% de la performance. Et pour les développeurs, moi, ce que je conseille, c'est, comme on l'a dit avec Arthur, c'est essentiellement des problèmes de relation avec la base de données. Dans tous les frameworks, on a pu en parler, il y a des ORM qui permettent de faire cette relation-là. Laissez votre debugger avec les requêtes qui passent et posez-vous la question de est-ce que c'est bien normal que quand j'affiche une page, j'ai 50 requêtes qui se passent en base de données. Alors posez-vous cette question et ne masquez pas la réalité de ce qui se passe, parce que souvent, quand on arrive sur des missions de perf, le développeur ne se rend pas compte que ces 3 pauvres clics à l'intérieur de son application, elle a généré 150 requêtes à la base, alors qu'on pourrait tout à fait les agréger en 1 ou 2 requêtes bien construites. Donc en tant que développeur, ne masquez pas la réalité, regardez tout et posez-vous les questions de est-ce que c'est pertinent. De la même manière, c'est la même remarque que je fais à tous les développeurs et qui est plutôt pertinente, c'est que quand ça s'affiche lentement et que le développeur dit ouais c'est compliqué et qu'on regarde et qu'il a transité 2 mégas de données entre le front et le back, la question c'est est-ce que tu penses que tu as 2 millions de lignes de données à afficher à ton écran? Et là, il va vous répondre non et vous dites est-ce que c'est cohérent du coup de t'envoyer cette donnée-là? Donc posez-vous les questions, essayez d'être rationnel là-dessus. Et rappelez-vous qu'on était capable de faire des systèmes de facturation dans les années 70 avec 30 kilos de mémoire. Donc faut relativiser quoi. C'est ça. Pour moi, quand on fait surtout du front et qu'on récupère les données, à chaque fois qu'on récupère des données, il faut toujours se poser la question de est-ce que j'ai pas trop? Est-ce que dans le futur j'aurai pas plus? Et toujours d'essayer de se dire ok, comment est-ce que je peux faire que quoi qu'il arrive, ça va tourner, même si je vais récupérer 1000 lignes. Est-ce que c'est bien pertinent de récupérer 1000 lignes? Est-ce que je ne récupérerai pas plutôt 10 et au final je fais les lazy loading? Toujours essayer de penser est-ce que s'il y a 1 million d'utilisateurs, ça marchera encore? Alors après, il y a des choses qui sont possiblement impossibles, mais voilà, toujours se demander est-ce que ça marchera avec 1 million d'utilisateurs?
Conclusion, réfléchir avant d'agir. Toujours la base. Toujours la même. Et on peut pas pallier au problème de conception par des ordinateurs plus puissants. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de mode performance comme souvent les clients l'attendent. Stop aux idées reçues. C'est ça. Punchline. Bon bah merci du coup les gars pour votre avis sur le sujet. On va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Arthur, t'avais un coup de cœur à nous partager Un aujourd'hui. petit coup de cœur. Bon, c'est pas vraiment pour le développement, c'est plus pour la conception avant. C'est Adobe XD, donc c'est un logiciel de la suite Adobe, Adobe pour les intimes, qui sert à faire des maquettes en fait avec en fait page par page. Et ce qui est vraiment bien, c'est que pour un logiciel Adobe, c'est très simple d'utilisation. C'est-à-dire que si vous prenez un Illustrator, un Photoshop, vous allez rien comprendre en arrivant. Tandis que là, c'est assez simple. Toute l'interface est très simple à comprendre. Et vous avez des systèmes vous pouvez créer en fait des maquettes interactives où vous pouvez faire des clics sur des boutons que vous pouvez envoyer au client, qui a carrément une maquette de l'application interactive où il va avoir les pages qui défilent, tout ce qui va avec. Et en plus, vous allez aussi avoir pour les développeurs le CSS qui va être exporté depuis votre maquette. Donc si vous mettez une couleur, il aura les couleurs. Si vous mettez les images, il aura les images. Donc il y a plein d'outils de maquettage comme Zeppelin ou comme ça. Mais il y en a Figma, etc. Mais moi j'utilise Adobe XD et c'est vraiment très agréable à utiliser. Il y a beaucoup de raccourcis. Enfin vraiment avec 4 raccourcis clavier, on fait quasiment tout. Avec le CTRL-C et le CTRL-V. Ouais, c'est ça. mais c'est vraiment très très agréable et même pour moi qui n'ai jamais vraiment utilisé de logiciel Adobe ou quoi. Ça se prend bien en main. Ça se prend très bien en main. Vous faites 2 pages et c'est fini. Tu es capable de faire un espèce de prototype assez rapide. Tu fais des prototypes vraiment très vite et tu peux les envoyer, c'est interactif, etc. Et même, il y a un système d'interaction où tu peux envoyer un prototype interactif avec des commentaires dont le client peut dire là, j'aimerais bien que le bouton soit un peu plus à gauche. Et comme ça, il n'y a pas besoin de faire des réunions toutes les 2 minutes pour mettre à jour le prototype. Et je trouve que c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien maintenant, en amont des développements, faire une maquette parce que c'est compliqué quand on est développeur de penser le design pendant qu'on fait l'application. On perd beaucoup de temps où on se dit tiens là je fais une liste et au final ouais non elle serait un peu mieux à droite, du coup on rechange le CSS et pour moi c'est beaucoup de temps perdu quand on dev de faire le design, enfin d'imaginer une sorte de design en tant que développeur. Déjà on n'est pas souvent très fort, voilà, on n'est pas très, très fort en termes de design, et du coup c'est toujours bien d'avoir une petite maquette pour pas avoir à réfléchir. On fait les trucs instinctivement et au moins ça laisse plus de temps pour optimiser les performances. Voilà. La boucle est bouclée. Et moi j'ai le droit à un coup de cœur ou pas ? Vas-y, allez, voilà. Cadeau. Moi c'est pas encore un coup de cœur, mais c'est un petit pointeur sur un truc qui est en train d'arriver et que je suis assez excité. Je sais pas s'il y a des lecteurs parmi vous, mais vous avez des tablettes, ce qu'on appelle des Kindle ou des Kobo, avec des écrans passifs là-dessus. Et ils sont en train de sortir, ça va arriver sur la fin de l'année, des écrans d'ordinateur avec cette même technologie d'impression e-ink. Et du coup, c'est le gros intérêt, c'est que vous avez des écrans qui n'ont pas d'éclairage et de rétroéclairage, et du coup, ça devrait être hyper agréable à lire, au détriment du fait que ça soit en noir et blanc. Ouais. Donc, ils vont sortir cette fin d'année. Alors, pour l'instant, ça coûte très cher, hein, ça coûte entre 2 et 3 000 euros pour des écrans 23 pouces. Mais moi, je suis assez excité parce que j'ai beaucoup de mal à lire sur des écrans lumineux, je trouve ça très désagréable. Et du coup, il y a peut-être des chances qu'on ait des écrans qui soient pas à LED, justement, et qui soient très agréables. Et puis, je trouve que l'avantage aussi, c'est que on peut voir l'écran même en plein soleil. Ouais. Après, on peut pas le voir la nuit, mais bon, avec une lumière, ça suffit. Mais voilà, il y a pas mal d'avantages. J'avais ma mère qui avait une Kindle, et franchement, c'est vraiment très très bien. Mais après, je sais pas si c'est niveau affichage, si c'est peut-être peu performant. Alors maintenant, ils arrivent à faire des trucs assez chouettes. Je sais pas si tu peux afficher un film ou beaucoup d'images. On peut afficher un film, mais vous avez des taux de rafraîchissement qui sont de l'ordre de 20 Hz, ce qui est plutôt suffisant pour le travailler. Par contre, pour le travailler, pour le travail, c'est suffisant. Par contre, pour jouer, c'est un peu en noir et blanc. C'est ça. On peut jouer à des vieux jeux, quoi. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a un gros avenir à cette technologie. On en reparlera dans les prochaines années, parce que pas forcément que pour les devs, mais pour tous les gens qui sont amenés à être sur un écran toute la journée. Ouais, mais tu vois, par exemple, pour un designer. Non, mais pour des gens qui sont en bureautique, en comptabilité, qui sont amenés à être à des écrans toute la journée, dont on sait maintenant que ça défonce les yeux de regarder des écrans toute la journée. Je pense qu'il y a vraiment un truc intéressant là-dessus. Et même si c'est pour l'instant qu'à l'état de prototype, je suis assez excité par l'idée de m'acheter cet écran à la fin de l'année. Mais tu crois qu'ils font des écrans portables ou ce sera que du fixe? Pas pour l'instant, c'est des écrans comme ça. C'est des écrans fixes, ils font pas un PC portable avec. Non, mais pour l'instant, il n'y a que 2 constructeurs qui le font. Et il y a même des téléphones portables maintenant qui sont sortis comme ça.
Après, de toute façon, ils vont tester, ils vont avoir les tester. premiers retours C'est utilisateurs, ça. puis comme Il y a déjà d'habitude. des petits écrans, mais sur des grands écrans, ouais, ça va être. Moi, je suis assez excité par cette technologie-là. Tu sais parce comment que ça marche techniquement ou pas du tout? C'est de l'e-ink, c'est une espèce de petit truc qui viennent se focaliser sur l'écran, et du coup, c'est passif. D'accord. C'est pour ça que t'as que du noir et blanc. Ouais, et c'est du cool. Alors, ils arrivent maintenant à faire quelques couleurs, mais c'est encore à l'état de prototype. Mais ouais, pour tous ceux qui ont eu un Kindle ou un Kobo dans les mains et qui savent que c'est hyper agréable de lire dessus, moi je suis assez excité que l'idée qu'on fasse des écrans comme ça. Parce que bon, en tant que développeur, moi la couleur, je m'en fous. Donc voilà. Mais c'est beau les couleurs. Bah, tu Ça nous sera- ramèneras ça, on fera un test Ouais, grandeur c'est ça. nature. Bah ouais, hein. Ça marche. Bon, bah merci du coup les gars, et puis bah merci à vous de nous avoir écoutés, et on se retrouve bientôt du coup pour un nouveau podcast. Bye bye. Salut Bonne journée.